Existe-t-il aujourd'hui en France un risque important d'épidémie grave? Et si oui, comment l'anticiper? Comment la prévenir? Et comment juguler ce fléau s'il survient? Pour répondre à cette question, Didier Houssin, vous êtes l'homme clé de la situation pour répondre à cette problématique. Vous êtes ancien directeur général de la santé au moment de la grippe A. Vous avez eu aussi à prévenir la grippe H5N1. Et puis surtout, vous venez d'écrire un livre chez Odile Jacob, Face aux risques épidémiques, qui retrace toute votre expérience. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque en France grave d'épidémie? La réponse, elle est oui. Le risque, il est d'abord pas seulement en France, il est mondial. Et comme aujourd'hui tout circule facilement et rapidement, et voire très rapidement, il est clair que le risque épidémique, c'est un risque aujourd'hui qui est un risque qu'il faut absolument considérer. Avec malgré tout un élément intéressant, c'est que on a aujourd'hui la possibilité de s'y préparer. C'est pour ça que c'est important d'en être conscient. Et pourtant, la grippe H5N1 n'a pas eu beaucoup de conséquences en France, et la grippe A, quelque part, on était déçus parce que c'était moins grave et on se dit, on alerte, et puis rien n'arrive. Alors, la grippe H5N1, c'était d'abord surtout une maladie des oiseaux et on redoutait qu'effectivement il y ait des conséquences pour l'homme. Il y en a eu, malgré tout. Elles n'ont pas été en Asie, elles n'ont pas été très importantes, mais elles sont toujours d'ailleurs, il y a toujours des cas humains qui surviennent dans différents pays. La grippe H1N1, effectivement, on redoutait des conséquences très graves. Les conséquences ont été moins graves, mais finalement pas si bénignes que cela, puisque les dernières études montrent qu'il y a eu entre 200 et 400 000 décès dans le monde. En France, plusieurs centaines. Plusieurs centaines. En plus d'une grippe banale. Oui, enfin disons que ce virus a entraîné plusieurs centaines de décès, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire que ça fait en gros un événement sanitaire de santé publique considérable malgré tout. Alors vous avez eu à gérer la méningite, le chikungunya, et alors comment se préparer? Comment le système de soins, les autorités, vous étiez donc au ministère de la Santé de 2005 à 2011, comment se préparer parce que vous dites que c'est inattendu à chaque fois. Alors le travail de préparation, c'est un travail de fond qui se fait bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau européen et au niveau mondial. Et puis au niveau national, à tous les échelons, une entreprise doit se préparer, l'État se prépare, mais chaque individu, d'une certaine manière, doit se préparer. Comment s'informer, où s'informer, qui sont les personnes qui vivent autour de moi, dont je dois tenir compte, dont je dois me soucier. Enfin bref. Vous le disiez pour la grippe aviaire, tout le monde se préparait et rien n'arrivait. Donc il y avait une sorte de fatigue. Alors c'est vrai qu'il y a eu un énorme effort de préparation fait à partir de 2005-2006 et au bout de 2-3 ans, il y a eu ce qu'on a appelé la fatigue pandémique, et en particulier au niveau international. Les États se disaient, est-ce qu'il faut continuer à se préparer? Et on disait que vous criez au loup. Et on était un peu en train de poser les valises, de commencer à poser les valises, quand est arrivé le virus H1N1, très inattendu, puisque d'abord venant du côté où on ne l'attendait pas, on l'attendait venu d'Asie, il est arrivé du Mexique, et il avait, effectivement, ça n'était pas le virus H5N1 transformé, mais un nouveau virus H1N1. Alors avec le recul, ça fait 5 ans, c'est le 24 avril 2009 que tout ça s'est déclenché. Est-ce que vous avez bien géré cette épidémie? Il y a eu des critiques sur les vaccinations, trop de vaccins, le mode de vaccination dans des centres. Est-ce que vous êtes lié à un droit de réserve? Non, mais je ne suis pas le meilleur juge. Oui. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que l'important, c'était d'éviter que des gens soient malades ou décèdent. Malheureusement, il y en a eu. Moi, de mon point de vue, c'est trop. Plusieurs centaines de décès, c'est trop. Et certains qui ont dit que c'était une grippe sans gravité, qu'on n'avait pas besoin d'acheter des vaccins, je pense qu'ils ont eu tort. Je pense qu'effectivement, il était important de se préparer. Je considère que la France, d'ailleurs, s'est préparée un peu comme beaucoup d'autres pays européens. Même d'autres pays ont acheté beaucoup plus de vaccins que la France. Donc je pense que la préparation, elle était adaptée à ce qu'on prévoyait comme conséquences sanitaires. On a eu la chance que finalement la gravité n'ait pas été si importante. Mais elle n'a pas été négligeable. Donc je crois que, d'ailleurs, les enquêtes ont montré que l'État s'était plutôt bien préparé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des leçons à tirer. Alors, votre livre est passionnant parce qu'il raconte ça d'une façon très claire, c'est vrai, et comme un roman policier un petit peu. Bon, c'est très très bien, mais alors les leçons à tirer par rapport à ça? Les leçons à tirer, c'est que d'abord, effectivement, je pense que la prochaine fois, il faudra trouver le moyen de pouvoir mieux associer
les médecins généralistes. Oui, là, ils ont été... oui, mais il y avait des raisons techniques, et puis en même temps, on ne voulait pas qu'ils soient conduits en même temps à faire des vaccinations massives en quantité importante, et en même temps soigner les patients s'il y en avait un nombre très important. Donc ça, c'est certainement une leçon à tirer. En matière de communication, surtout sur Internet, il y a des progrès à faire. L'État, aujourd'hui, n'est pas en très bonne posture pour communiquer sur Internet. Et puis, il y a la préparation. C'est vrai que même si les industriels du vaccin s'étaient préparés, le niveau de préparation de l'ensemble des industries du vaccin dans le monde, il y en a 35 fabricants, n'était pas suffisant. Est-ce que c'est à l'État de communiquer? Parce qu'on reproche souvent, on a une suspicion vis-à-vis de l'État. Moi, je crois que dans un pays comme la France, l'État est quand même la seule organisation capable véritablement de faire face à une crise de cette nature. C'est lui qui interagit au niveau européen, c'est lui qui interagit au niveau mondial. Ça ne veut pas dire que chacun ne doit pas être acteur. Les associations, les professionnels de santé, chaque individu doit être acteur et se sentir acteur. Les entreprises. Tout le monde, quoi. Mais il me semble que l'État a un rôle d'animateur et de coordonnateur absolument essentiel. Alors, la grippe A, bon, ça a été moins pire que prévu. Mais la prochaine épidémie, alors on a parlé d'Ebola, mais ce que vous dites, c'est assez amusant, entre guillemets, c'est que plus c'est grave, moins ça se dissémine. Si vous voulez, un agent infectieux qui entraîne une mortalité très élevée, c'est-à-dire qu'en gros, les personnes touchées meurent presque toutes, assez vite l'épidémie s'interrompt finalement, parce que la capacité de transmission... Oui, faute de combattants. Alors que le virus de la grippe, qui est un malin, lui arrive à se propager très rapidement, parce que finalement, il entraîne, sauf dans des cas particuliers, un nombre de décès relativement peu élevé, mais ça finit par toucher un nombre très important de malades. C'est pour ça qu'au bout du compte, en général, les épidémies de grippe, jusqu'à présent, sont toujours beaucoup plus graves que les épidémies d'Ebola, si on compte le nombre de décès à la fin. La prochaine épidémie ? Écoutez, je n'en sais rien, mais je pense qu'il vaut mieux se préparer. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en matière d'épidémie. Est-ce qu'on risque quand même d'avoir une épidémie très grave comme la grippe espagnole, qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts, plus que la guerre de 14-18, ou la même chose dans le monde entier? Alors, la population était très affaiblie à cette époque-là, mais est-ce qu'il y a un risque quand même d'un virus très méchant, très contagieux? On ne peut pas prédire le pouvoir d'innovation des agents infectieux. Il y a de plus en plus de personnes sur la Terre, de plus en plus d'animaux. L'interaction entre l'homme et l'animal est de plus en plus étroite. Tout ça circule de façon très rapide. Donc, se préparer aux épidémies, c'est une responsabilité très importante pour le XXIe siècle. Et on est prêt. Et je crois qu'il faut se préparer, continuer à se préparer. On se prépare, mais à mon avis, l'effort doit être sérieusement, en permanence, soutenu. Vous remerciez beaucoup de monde dans votre livre. Pas Roselyne Bachelot. Je ne remercie pas les politiques parce que je suis astreint à un devoir de réserve et je ne voulais pas, disons, en remercier certains, n'en remercier pas d'autres. Avec Roselyne Bachelot, ça a été formidable. Merci beaucoup. Merci.